Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, démarrer la vidéo. Alors, je vais vous activer. Bonjour, Bonjour. bonjour. Est-ce que OK, super. Je pense alors, c'est la première fois que je fais un meeting avec autant de personnes, with as many people today, donc j'espère que que ça va, fonctionner. En tout cas, merci de, me rejoindre. Hem, je vois Jane, Cosette. Comment tu c'est quoi ton vrai prénom, Galaxy? Mon prénom c'est Ankita Ghosh. Ankita, enchantée, c'est toi. Voilà, Euh, voilà, tout le monde arrive. Sneha aussi. Super, très bien. Alors, j'imagine que les autres vont peut-être arriver. Je vérifie que j'enregistre comme il faut, notre réunion. Comme ça, les personnes qui ne peuvent pas être présentes pourront revoir, la vidéo ensuite et puis vous aussi, vous pouvez la revoir. Alors on est tous à un niveau vous êtes toutes tous à un niveau intermédiaire, ou parfois avancé. Donc notre atelier sera en français, comme ça vous avez en plus l'opportunité de pratiquer votre compréhension orale. Si à un moment vous comprenez pas, ce que je dis, bah, simplement vous pouvez, le dire. C'est bizarre que je ne vous oui, vois oui. pas. Oui, oui. Il y a que toi que je vois en fait. Ah Ankita, je demande un peu d'activer vos vidéos. Comme ça, peut-être que je vous vois. Bonjour! Ah, super! Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour Jane. Ok, super. Comme ça, je Bonjour. peux un peu plus vous voir. C'est plus chaleureux. C'est plus humain. Alors, toi aussi, Ankita, je vais te mettre sur muet au niveau du micro. Mais sentez-vous libre de réactiver votre micro à n'importe quel moment si vous voulez euh, intervenir. Et puis, bah, c'est un atelier, donc on va travailler ensemble aussi. Vous allez pouvoir participer. Donc, on commence. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'endroits très différents. Donc, je suis très, très enthousiaste et très heureuse de faire cet atelier avec vous à propos donc de l'écriture introspective. Donc, je vais partager mon écran et je vais lancer la présentation. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez me dire oui, vous voyez l'écran? Oui, super. Donc, The Fascinating Journey Inwards and Towards Fluency. Voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de Helen. Alors, Helen, elle adore le français. Elle aime beaucoup les sons du français, la langue française, la nourriture française, euh, le vin français, tout ça. Et donc, elle était très enthousiaste d'apprendre le français. Voilà. Et donc, elle a commencé il y a quelques années, et c'était très bien. Elle a rapidement atteint un niveau intermédiaire, un peu comme tout le monde aujourd'hui. Donc, elle comprend beaucoup de choses. Elle est capable de lire des livres en français. Elle est capable d'écouter, de regarder des films sur Netflix, d'écouter de la musique, de voir des vidéos sur YouTube. Elle comprend la majorité. Mais au niveau de la conversation, ça bloque. Donc, souvent, c'est là où, quand elle veut parler, elle panique. Elle n'arrive pas à trouver les mots qu'elle a besoin, même si elle les connaît et elle sait qu'elle les connaît. Et elle commence à être frustrée, elle commence à avoir peur et à dire ah mais je devrais savoir ça, I should know this by now. Et pourquoi j'ai fait cette erreur là? Et en fait ça ne va pas, je ne suis pas fluide. Alors je vois que vous acquiescez, peut-être que vous connaissez Hélène, peut-être que vous vous reconnaissez. Oui, oui. Voilà, voilà. J'imagine que c'est une situation assez commune. Alors elle a honte. Elle a l'impression d'avoir un niveau débutant, elle a envie de se cacher et tout son corps se met en état de stress. Alors,
Est-ce que vous savez pourquoi ça arrive en général? Pourquoi on panique? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en pratique? Voilà, je vois Cosette qui me dit oui, oui, comme moi. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en pratique notre connaissance passive quand on parle? Mais en fait, c'est au niveau du stress. Donc, c'est un peu euh, au courant de la psychologie un petit peu, on a un système de réponse qui s'appelle Fight or Flight Response. Et donc, il y a une partie du cerveau, quand il capte qu'il y a un risque, et il y a un risque dans une conversation, parce qu'on a tous les mêmes peurs, c'est-à-dire la peur d'être jugé, la peur de faire des erreurs, la peur d'être rejeté, la peur d'être ridicule. Donc, le cerveau, il capte cette peur et il nous fait soit s'enfuir, donc ça veut dire on va être dans une position d'évitement, on va peut-être faire semblant de ne pas parler français, on va dire non, non, mais en fait moi je ne parle pas bien français, donc je ne vais pas commencer la conversation, ou il va complètement bloquer, donc on va essayer de parler en français, mais les mots ne viennent pas. Donc parfois on peut avoir quand même une conversation, mais les mots qu'on connaît, on ne peut pas montrer notre niveau de fluidité vraiment à l'oral parce que notre cerveau, le stress en fait, nous bloque complètement. Alors, typiquement dans ce cas-là, Hélène et puis la plupart des gens vont demander conseil, vont chercher des outils sur Internet, vont demander conseil à des professeurs. Et quel est le conseil le plus commun donné par la majorité des gens, qu'ils soient professeurs ou en langue et n'importe quoi? On nous dit j'ai un problème, j'arrive pas à m'exprimer avec confiance, j'arrive pas à m'exprimer fluidement, fluently. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va vous dire il faut pratiquer, il faut parler, et encore parler, et encore parler, et encore parler. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Premier mensonge, ou en tout cas demi-vérité, on va dire. Alors, en plus, ça paraît logique qu'il faille pratiquer et qu'il faille parler, parce que déjà, c'est comme ça que les enfants apprennent. Ils apprennent d'abord à parler une langue en parlant, et après, ils vont commencer à écrire et lire. Donc, c'est logique. Et puis, on a une expression en français qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Littéralement, « it's by forging that you become a blacksmith », qui veut dire « practice makes perfect ». Donc, toutes ces choses sont hyper logiques, mais ça fonctionne seulement jusqu'à un certain point. Et voilà ce que j'ai observé dans mes années d'expérience en tant que professeur. Alors évidemment, quand on est à un niveau débutant et qu'on commence à parler la langue, c'est super, ça fonctionne super. En ce moment, je suis en train de prendre des cours d'espagnol et j'ai beaucoup de plaisir et je fais beaucoup de progrès en ayant des conversations avec mon professeur en ligne. Mais j'ai un niveau débutant. Donc, quelque part, je suis toujours en train de chercher des nouvelles stratégies pour m'exprimer et les résultats vont être assez rapides. Je vois un petit message, je vais voir. Je vois beaucoup de gens qui se bloquent à l'oral pour l'examen comme le TOEFL ou le IELTS. Je suis d'accord avec l'expression du forgeron, il faut parler plus si on veut parler mieux. Alors oui, il faut parler plus si on veut parler mieux. Cependant, arriver à un niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé, quand on ne fait que parler ou que lire, le manque de confiance, on n'a pas l'espace pour travailler sur le manque de confiance à l'intérieur de soi. Et moi, je vois beaucoup d'étudiants qui sont à un niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé, et on parle beaucoup, on s'est vu toutes les semaines, on parle beaucoup de plein de sujets différents, et en fait, ils ne progressent plus parce qu'ils utilisent toujours les mêmes stratégies de langage. On peut s'exprimer d'une façon plus ou moins OK. Le message passe, la communication passe, mais on ne va pas utiliser les termes plus avancés qu'on connaît. On ne va pas utiliser les structures plus avancées qu'on connaît parce que les structures intermédiaires fonctionnent très bien, simplement. Donc, on n'a pas besoin de sortir de cette zone de confort, vraiment. Alors, oui, il faut parler,
Mais si je vous disais que plus que ça, il faut écrire. Ça paraît complètement, complètement contre-intuitif parce que pourquoi faire de l'écriture alors qu'on veut améliorer la fluidité, orale? Parce qu'en fait, quand on écrit, simplement, on commence à, intérioriser la voix qu'on peut développer en français. Notre voix à nous, en français. On a l'espace nécessaire pour la développer sans le stress et avec les outils qu'on a autour de nous pour revoir simplement, pour avancer dans le vocabulaire, utiliser des termes plus avancés qu'on connaît. On a le temps de choisir. On a l'espace pour choisir. Et je vais revenir là-dessus plus en détail parce que sinon je vais trop dire en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reste à ce niveau intermédiaire? Je l'ai dit, on stagne un peu, on continue de traduire dans la tête. J'ai un étudiant que j'ai eu pendant 2 années en conversation hebdomadaire et il continue de traduire parce qu'il ne fait que ça, il ne fait que me voir en cours et il ne fait que parler, sans travail de fond derrière, sans écriture et sans lecture. On cherche nos mots, même si on les connaît déjà, d'où la phrase « Ah, mais I'm supposed to know that » or « I used to know that » « Why can I not use that » Pourquoi est-ce que je n'utilise pas? Pourquoi est-ce que je ne les utilise pas, par contre? Et parfois, on continue de faire des erreurs basiques. Alors, les erreurs ne sont pas un problème. Hein. C'est vraiment important d'accepter l'erreur. Elle fait partie du processus. On peut même la célébrer. C'est une opportunité d'apprentissage. Mais je comprends très bien la frustration quand on est à un niveau intermédiaire B1, B2, voire C1 et qu'on fait des fautes basiques. D'accord? Moi, ça m'est arrivé en anglais quand j'étais débutante et que je disais I didn't be. Hello, I didn't be. Alors que je connais très bien la grammaire, j'ai étudié ce point je ne sais pas combien de fois, mais dans le moment, je suis stressée et je fais des erreurs de base comme ça. Par contre, en prenant le temps de développer ma voix intérieure en anglais, en italien, en français, si on parle du français, en prenant le temps de développer cette voix, d'écrire de façon habituelle, ces erreurs-là, elles s'effacent en fait, parce qu'on a le temps de faire une révision de notre langage. Voilà. En gros, l'histoire de Hélène. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on écrit dans un journal. Mais avant de vous expliquer comment est-ce qu'on écrit, pourquoi on écrit, les avantages de l'écriture au niveau de la langue, mais aussi au niveau du développement personnel, au niveau de notre bien-être, je vais vous raconter tout ça, comment faire, quelques petits tuyaux, quelques petits exercices, mais avant ça, je me présente parce qu'il y a certains d'entre vous qui me connaissent, mais d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Jessica Tefenji Ruel, je suis la fondatrice de French Sunnyside où je facilite l'acquisition du français pour et par la pleine conscience, mindfulness et le développement de soi. Donc, c'est vraiment un mariage entre le développement de soi par la langue et du développement de la langue pour et par le développement de soi. Voilà. Je suis enseignante de langue depuis 2004 et j'ai commencé mon parcours en enseignant d'abord l'anglais. Et finalement, j'enseigne ma langue maternelle, donc le français. Je suis aussi coach de vie, professeure de méditation, praticienne de la pleine conscience. Et qu'est-ce qui est important pour aujourd'hui? J'écris dans un journal en langue étrangère depuis l'âge de 13 ans. Alors, je vais vous raconter un peu cette histoire. Et comment tout a commencé, c'est à cause de ma mère. Parce que, comme beaucoup de personnes, j'imagine, à l'âge adolescent, j'étais souvent très, très, très en colère contre ma mère. Et j'essayais de pouvoir l'exprimer de façon libre. Mais ma mère avait aussi un très grand défaut, c'est qu'elle était très, très, très curieuse. Elle n'avait pas vraiment le sens de ma vie privée, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que je pouvais m'exprimer dans un journal qu'elle allait lire? Eh bien, en l'écrivant dans une langue qu'elle ne comprenait pas, c'est-à-dire l'anglais à l'époque. Donc, j'avais 13 ans et j'ai écrit dans mon journal, mon journal noir et rose à paillettes, with sparkles. Mais ça s'est avéré être une stratégie
hyper efficace au niveau linguistique et au niveau thérapeutique aussi. Parce que bon, j'ai une histoire particulière. Je ne sais pas si vous le savez, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un peu mon histoire. Puis on a tous des histoires particulières, mais je vous partage un peu la mienne. C'est que moi, j'ai été adoptée. Et donc, dans ces cas-là, quand on vit une adoption, que ce soit des côtés des parents ou du côté des enfants qui sont adoptés, ça crée une situation difficile à gérer, on va dire, des émotions mitigées. On a besoin généralement d'une thérapie. Mais à l'époque, donc en 2000, même pas en 1995, il n'y avait pas vraiment de conscience par rapport à cette difficulté-là. Et moi, vraiment, l'écriture, ça m'a permis d'exprimer ces émotions difficiles, ces émotions mitigées, de façon complètement libre. Et parce que c'était très important pour moi aussi que mes parents ne puissent pas lire mon texte parce que je ne voulais pas les blesser. Mais je voulais quand même exprimer ce qui se passait en moi. Et donc, ça a été la meilleure décision de ma vie, puisque c'est un rituel, l'écriture, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Ça a permis ça m'a permis de transcender mon histoire, ça m'a permis de guérir mon histoire, de me comprendre beaucoup mieux. Et le fait de le faire en anglais m'a permis de me réinventer, en fait, de pouvoir le voir d'un autre point de vue que ce que j'aurais pu raconter dans ma langue maternelle. Et tout ça, ce que je vous raconte sur moi, ça nous amène aujourd'hui à moi qui vous propose cet atelier et qui enseigne majoritairement à travers l'écriture introspective. Alors, je vous parle de mon histoire difficile. On a tous des histoires difficiles, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Ça fait partie de l'expérience humaine. On ne peut pas avoir des vies complètement baignées dans le bonheur, ce ne serait pas réaliste. Mais ce n'est pas important. Et quand on écrit dans l'écriture introspective, ce n'est pas nécessaire d'être forcément dans la souffrance. On peut aussi parler de choses hyper positives. Aussi des moments heureux. Alors, premier exercice, je vais vous demander de prendre votre petit crayon et votre petit cahier ou une feuille de papier, peu importe. Vous n'allez pas spécialement devoir partager tout de suite ce que vous allez écrire, donc sentez-vous libre de vous exprimer. Et on va essayer donc d'écrire directement en français quelques mots. On a le temps, on va prendre le temps, quelques minutes ici pour le faire. Quelques mots pour pouvoir compléter cette première phrase pour vous. Un des plus beaux jours de ma vie, un des plus beaux jours de ma vie, c'était. Alors, je vous laisse quelques instants pour compléter cette phrase. Je vais le faire moi aussi. Et essayez de le faire directement en français avec les mots qui viennent en français. Laissez-vous surprendre peut-être. Voilà. Pour moi, c'est terminé. Je vous laisse encore quelques instants. Alors, si vous voulez, vous pouvez partager dans les commentaires. On peut envoyer un message si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire, mais si ça vous dit. Ok. Et puis, on va continuer avec le deuxième. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de. I'm grateful. Je suis reconnaissante de. La même chose, si vous souhaitez partager, sentez-vous libre. Et finalement, le troisième, je rêve de.
Voilà, alors c'est un petit exercice très facile. Il n'y a pas de grand texte de 300 mots à écrire. Mais c'est une première introduction et c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans votre journée très facilement aussi. Surtout le deuxième point, au niveau de la reconnaissance, de la gratitude qu'on exprime. C'est vraiment une pratique très intéressante à développer. J'imagine que vous êtes familier avec cette idée d'exprimer sa gratitude de façon récurrente. Très bien. Alors, c'était la petite parenthèse exercice. Ensuite, pourquoi écrire donc pour la fluidité? Journaling for fluency. Donc, j'en ai déjà un peu parlé avant. Ici, je vous mets les idées de façon un peu plus systématique et organisée. Le premier avantage à écrire pour la fluidité, pour son développement de français, c'est que ça nous permet de développer notre confiance en nous. Comment ça? Déjà parce que quand on écrit, on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut exprimer, ce qui n'est pas du tout le cas à l'oral, comme je l'ai dit précédemment, puisqu'on a envie de faire bien, on a peur d'être jugé, on veut que la conversation avance. Il y a quelqu'un, un interlocuteur en face qui nous attend et qui attend une réponse. Donc on n'a pas tout le temps du monde non plus pour formuler une phrase qui ait tout le sens qu'on veuille y donner. Or, à l'écrit, en fait, il n'y a personne qui attend une réponse. Donc on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut exprimer. Et donc, par conséquent, on a aussi le temps de trouver les mots justes, peut-être qu'on n'a pas encore utilisés et qu'on va chercher plus tard, ou peut-être les mots qu'on connaît passivement. Vous savez, tous ces mots que vous comprenez quand vous lisez un livre ou un article de blog, mais que vous n'utilisez jamais. Eh bien, avec le temps, peut-être, probablement qu'ils vont sortir de plus en plus naturellement. On a le temps de structurer notre phrase du mieux possible et de renforcer les processus mentaux nécessaires à la communication. Parce que donc la lecture et l'écoute, c'est une consommation de la langue passive, mais quand on écrit, c'est le même processus mental que quand on parle en fait, qu'à l'oral. C'est vraiment le processus de la conversation, de la communication. Et donc si on renforce ces processus mentaux à l'écriture, en fait on devient aussi plus fluide à l'oral. Et finalement, la zone d'inconfort devient de plus en plus familière. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la réponse fight or flight, et je disais, oh là là, notre cerveau, il peut capter qu'il y a une situation de stress, donc il va soit nous empêcher d'utiliser les mots qu'on connaît, soit nous faire complètement éviter la situation. Mais quand on prend l'habitude d'écrire, cette zone de s'exprimer dans cette langue étrangère devient de plus en plus familière. C'est l'opposé de étranger, c'est l'opposé de l'inconfort. On devient confiant en soi. Et donc, quand la situation se pose, qu'on puisse alors parler dans la vraie vie avec quelqu'un qui soit natif ou un professeur ou peu importe, on a moins peur, simplement. On sait qu'on est capable. Le deuxième point, c'est qu'on peut développer notre voix intérieure en français, the inner voice. Donc, on a une voix un peu différente quand on parle en français ou en anglais ou peu importe votre langue maternelle ou les langues que vous connaissez. Quand je parle de développer sa voix intérieure en français, c'est développer notre fil des pensées directement en français. Donc, c'est vraiment, ça vient directement de mon expérience. Pour moi, le fait d'avoir écrit pendant tellement de temps en anglais, ça m'a vraiment permis de ne plus réfléchir en français du tout quand je parle anglais. Ça fait déjà de nombreuses années, heureusement. C'est pareil pour l'italien, j'ai fait la même chose. Ma voix est directement dans cette langue-là. Donc, au fur et à mesure, on arrête de traduire. Donc, au début, c'est normal qu'on traduise. On vous dit souvent dans les classes, surtout traditionnelles de l'époque, ne traduis pas. Oui, d'accord, idéalement, il ne faut pas traduire, mais c'est un peu inévitable au début. Mais au fur et à mesure, à travers l'écriture en tout cas, on peut arrêter de traduire. L'esprit prend des raccourcis, shortcuts. C'est un peu comme les fourmis, ants, les fourmis qui cherchent le sucre. C'est comme ça que fonctionnent les neurones, les neurotransmetteurs dans le cerveau. On crée un neurone entre deux informations. Et puis au fur et à mesure qu'on
on passe par le même chemin, ça devient de plus en plus facile et on peut prendre des raccourcis. Comme la fourmi qui part de la fourmilière, je pense que c'est ant house en anglais, qui part de la fourmilière, qui va faire son petit chemin vers le sucre, et qui va envoyer des signaux à ses amis, à ses copines, les fourmis, pour leur dire « Venez, venez, il y a plein de sucre ». Il faut vraiment qu'elles passent plusieurs fois sur le même chemin pour donner ces hormones, ces odeurs, et que toutes les autres fourmis puissent accourir. Et puis finalement, elles arrivent au sucre en quelques secondes. C'est exactement la même chose dans le cerveau. Et donc, en écrivant et en faisant à chaque fois le même processus mental d'exprimer ces choses-là, d'utiliser ces termes spécifiques qu'on voudrait utiliser, qui sont en fait le miroir de ce qu'on pense de façon authentique et réelle, ça devient de plus en plus naturel. Donc, on commence à penser en français, avec de plus en plus de confiance. Et si tu peux penser en français, tu peux aussi le parler. Voilà. Alors aussi, ça nous permet de pouvoir garder une trace de notre évolution. Ça, c'est assez important au niveau intermédiaire. C'est souvent une frustration parce que on peut moins voir les progrès qu'on fait, en fait. Quand on est au niveau débutant, vous l'avez sûrement expérimenté, entre le niveau A0 et A1, en Europe, je veux dire dans le monde, ça veut dire notre niveau débutant, je connais 3 mots, et le niveau OK, je comprends les mots principaux et je peux commencer à avoir une conversation, ça va plutôt vite. On ne fait pas ça en 3 ans, on le fait en quelques mois, parfois en 1 an, ça dépend un peu de notre rythme, mais forcément, entre le jour 0 où on connaît 0 mot et le jour 1 où on en connaît 10, c'est une progression énorme. Donc, on a un système de gratification rapide, le plaisir de pouvoir voir notre progrès, mais évidemment, au niveau intermédiaire et avancé, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de passer d'un niveau intermédiaire à intermédiaire avancé et compagnie. Et on peut parfois se sentir découragé, démotivé et frustré. Or, quand on écrit dans un journal de façon régulière, vous pouvez en fait retourner en arrière et voir mais comment vous écriviez il y a 3 mois et comment vous écrivez actuellement. Et donc ça nous permet de, comme quand on commence à faire du sport, à la salle de sport, ça nous permet de voir, ah ben en fait oui, il y a un progrès, en fait oui, je me suis améliorée. Voilà. Donc, comme je disais, c'est difficile d'observer les progrès au niveau intermédiaire. On a l'impression de stagner. Et donc, ça peut nous permettre de garder notre motivation en prenant conscience de l'évolution que nous avons accomplie. Et finalement, ça nous permet aussi de développer nos connaissances actives plutôt que passives. D'ailleurs, je pense que c'est le titre de mon programme de journaling que je fais avec certains étudiants. C'est transforme ta connaissance passive en connaissance active, puisqu'on a le temps, comme j'ai, de l'exprimer. Donc, on peut développer un vocabulaire et des structures adaptées à notre personnalité. Qu'est-ce que je veux dire comme ça? C'est que souvent, les gens me disent « Je suis tellement frustrée, Jessica, parce que quand je parle dans ma langue maternelle, je suis quelqu'un d'intelligent. J'utilise des phrases avec des jolies tournures, j'aime bien mettre des beaux adjectifs, des belles… Je peux faire un peu de sarcasme, un peu d'ironie, et je n'arrive pas à transmettre ça, je vois que vous faites oui, je n'arrive pas à transmettre ça en français. Eh bien voilà, c'est l'occasion de le faire, même si c'est pour prendre quelques minutes et trouver comment est-ce qu'on pourrait le dire, est-ce que ça existe, voilà. Au fur et à mesure, ça peut devenir notre façon active de nous exprimer oralement, on se sera entraîné à l'écrit. La mémoire, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, est liée aux émotions aussi. Donc, ça veut dire que si je vous dis un mot en français qui est lié à aucune histoire, à aucune émotion, qui est complètement neutre, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de le retenir, de retenir son sens et de pouvoir l'utiliser, que si ce mot est lié à une émotion ou une expérience.
Or, quand on écrit dans un journal, en tout cas de la façon dont je propose de le faire, qui n'est pas une liste de to-do, qui est vraiment un journal introspectif, du coup, les émotions, elles sont toujours là. Donc, on peut vraiment activer cette mémoire-là liée aux émotions. Et donc, le vocabulaire, les mots, les structures restent avec nous sur le long terme et pas juste sur le court terme, comme dans un cas typique de flashcards, par exemple, dont je ne suis pas fan, j'avoue. C'est plus efficace d'utiliser une règle de grammaire directement dans un contexte qui nous est personnel que de l'apprendre dans un livre de grammaire, par exemple, même si j'ai pas de problème contre un exercice de grammaire, évidemment, mais c'est plus personnalisé, donc c'est plus efficace. Et finalement, le dernier point, on n'a pas besoin de partenaire. Alors ça aussi, c'est un problème souvent qu'on m'explique, c'est je n'ai pas l'opportunité de pratiquer le français parce que je vis dans un pays où il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français. Et ça fait partie, en fait, d'une des astuces de pouvoir créer une immersion, peu importe où on est. Si vous écrivez en français de façon quotidienne, par exemple, vous avez besoin de rien d'autre que d'un crayon et d'un cahier. Ça peut se faire n'importe où et sans partenaire. Alors, bien sûr, si on peut avoir quelqu'un, un professeur, un tuteur qui peut corriger, évidemment, c'est intéressant aussi, mais ce n'est pas absolument nécessaire. La preuve, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire en espagnol plus tard, mais je ne l'ai pas fait en anglais ou en italien. Voilà. Alors, et donc, est-ce qu'on va simplement écrire une liste de nos activités? Est-ce qu'on va dire « Dear Journal », signé Bridget Jones? Non. En tout cas, c'est pas ça que je vous invite à faire. Donc ça, c'est un peu le côté négatif un peu qu'on peut avoir, ou l'image négative qu'on peut avoir du journal, c'est qu'on se dit « Ah, mais c'est pour les étudiants, ou les adolescents, pardon », ou « Ah, je n'ai pas envie de raconter ma vie romantique amoureuse dans un cahier. » Moi non plus, plus maintenant en tout cas, plus à mon âge. Et donc, c'est pour ça que le sujet de l'introspection est aussi important. Alors, peut-être que vous avez déjà l'habitude d'écrire dans votre langue maternelle. Et dans ce cas-là, peut-être que, voilà, vous n'avez pas besoin de trouver des sujets spécifiques. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant d'explorer, en fait, de nous explorer nous-mêmes, d'explorer nos souvenirs, d'explorer nos émotions, d'explorer nos intentions, nos rêves, pour justement créer ce lien à la mémoire et à l'affectif, aux émotions dont je parlais plus tôt. Si vous faites tous les jours une liste de vos courses, ce que vous devez acheter au magasin ou ce que vous avez fait la veille, vous savez, c'est les sujets typiques de conversation que j'ai eu moi-même avec mes étudiants il y a quelques années quand j'ai commencé. Qu'est-ce que tu as fait hier? Quel est ton film préféré? Qu'est-ce que tu as lu? Bon, au bout d'un moment, non. En tout cas, je pense que quand on l'a fait 3 ou 4 fois, ça devient un petit peu ennuyeux. Et donc, je vous invite vraiment à explorer des sujets qui vous attirent, en fait, qui vous attirent. Donc, on va voir comment et où dans un moment. Ensuite, je vous ai dit, OK, donc le fait d'écrire en français, ça peut donc vous aider par rapport à la langue. Mais écrire en français peut aussi vous aider par rapport à votre développement de soi, à votre conscience de vous. Et ça, c'est aussi hyper magique. Donc, j'adore cette phrase. Ultimately, journaling is all about giving yourself permission to release, heal, and become your true self. Bénéfices de l'écriture introspective pour le développement de soi. Alors, j'imagine que vous les connaissez peut-être, mais on va quand même faire un petit rappel. Donc ça, c'est les bénéfices de l'écriture dans toutes les langues. On ne parle pas forcément de la langue qu'on apprend. Mais ça a des avantages aussi, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc la première chose, c'est que quand on écrit, on peut clarifier nos pensées, on peut clarifier nos émotions et on peut clarifier nos intentions. Alors j'ai lu récemment, je suis en train de lire Everything is Figureoutable par Marie Forleo. Et dans ce livre, elle dit que la recherche a montré que quand on écrit nos intentions, donc les choses qu'on a décidé de faire, qu'on voudrait manifester dans notre vie, il y a 42%
42% de chances en plus que ça se réalise. 42%. C'est pareil quand on écrit des choses pour lesquelles on a de la gratitude, comme on a fait un peu plus tôt. C'est-à-dire, en coaching, je dis toujours à mes clients, commencez une habitude où vous exprimez votre gratitude. Et généralement, une semaine plus tard, quand je les vois, ils me disent « Oui, oui, je l'ai fait dans ma tête ». Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous le faites dans votre tête, c'est bien déjà. Mais le fait de l'écrire, ça reste. On a une expression en français qui dit « les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Je pense que c'est un peu similaire dans d'autres langues, cette expression. Il reste parce qu'on a une trace, mais il reste parce que l'impact est plus fort émotionnellement. C'est comme si on l'écrivait un peu dans notre tête. Et l'écriture avec un crayon et un papier, c'est aussi beaucoup plus efficace que digitalement, comme il a été prouvé par les recherches. Donc, le deuxième point, c'est que donc, à travers l'écriture introspective, on peut apprendre à se connaître et à se comprendre mieux. On peut gérer des situations difficiles ou des situations stressantes simplement en exprimant nos émotions, en faisant le vide, et puis en fait, ça va mieux. C'est comme si on parlait à un ami, en fait, mais sans ami. C'est bien pour les introvertis comme moi. Et on peut relativiser, on peut avoir une nouvelle perception sur une situation. Ça, c'est vraiment la façon dont moi, je l'utilise le plus. Parfois, je suis un peu découragée par une situation où je trouve que quelque chose n'est pas juste. Et alors, j'écris pendant 15 minutes et finalement, je peux changer de perspective et me dire, bon, en fait, c'est pas si grave. Ou l'autre personne avec qui j'ai un conflit a aussi raison. Ou c'est pas... Voilà, je peux un peu relativiser les choses. Et donc, j'imagine que vous aussi. Gérer l'anxiété, la peur, le critique interne, l'ego. Donc cette semaine, je parlais un peu plus du critique interne sur mon Instagram. Pardon. Moi, il y a des moments où j'ai des conversations entières avec elle, par écrit. Donc, je vais pouvoir... je me sens pas bien, comme par exemple, j'étais un peu stressée avant cet atelier, comme vous pouvez l'imaginer. Ça ne va pas aller. Mais si, ça va aller. Arrête de me parler comme ça. Tu peux avoir confiance en toi, tu sais. Mais oui, mais tu ne l'as jamais fait. Et alors? Bref, vraiment une question de dialogue interne. Vous allez peut-être tous croire que je suis complètement folle en ce moment, mais c'est pas grave. Ça m'aide vraiment, et ça peut vraiment vous aider aussi à créer un peu une distance entre vos pensées et puis la réalité, votre vous intérieur, votre vous authentique. Parce que s'il y a un des plus grands problèmes de notre humanité, finalement, c'est qu'on croit tout ce qu'on pense. On croit que nos pensées, c'est la réalité, que si on pense quelque chose, alors c'est vrai, alors qu'en fait, non. Une pensée, c'est juste une pensée. Une peur, c'est juste une peur. Et le critique interne, c'est juste une association de la peur et des pensées qui essayent un peu de nous protéger, qui essayent un peu d'éviter qu'on sorte de cette zone de confort, justement. Et d'ailleurs, il n'a pas du tout envie qu'on s'épanouisse. S'épanouir, c'est to blossom, to bloom, to get fulfilled. C'est pas le but du critique interne, et c'est pour ça qu'on doit gérer sa voix. Et puis finalement, ça nous permet d'écrire notre histoire. J'ai lu récemment, je ne sais pas si je vais la trouver, j'ai lu une citation hyper belle, je ne vais pas la trouver, mais qui disait que on devait absolument, enfin, que toute souffrance était liée à une histoire, à notre histoire qu'on devait raconter, quelque chose comme ça. Alors, deuxième bénéfice, et là je vais parler plus spécifiquement du coup de la différence entre l'écriture dans notre langue maternelle versus écrire dans une langue seconde. Et souvent les gens me disent « mais moi je ne peux pas écrire ou je ne peux pas parler de choses aussi profondes et aussi émotionnelles dans une langue que je ne maîtrise pas ». Et c'est complètement légitime de ressentir ça. Et j'ai fait un article récemment sur mon blog où je parlais de l'effet thérapeutique de l'apprentissage des langues et de l'écriture du coup dans l'apprentissage des langues. Ça ne veut pas dire que toute forme de thérapie devrait toujours être en français. C'est pas ça que je dis. Mais le faire en français, c'est un outil supplémentaire. Pourquoi? Parce que quand vous ne maîtrisez pas une langue, vous êtes obligé de simplifier. Et quand on simplifie, eh bien, on apporte plus de clarté à ce qu'on dit. Dans notre langue maternelle, on a tendance à avoir un peu, on dit en français, des fioritures. C'est-à-dire on prend des détours, on a des jolis mots, on veut le « hein ».
Et puis, en français, on n'a pas encore ces outils-là et on doit simplifier. On doit se poser la question principale qui est « qu'est-ce que je veux dire ?» C'est quoi le message de ce que je veux dire? Et donc, on traduit peut-être au début, on traduit le sens, pas la forme, le sens, the meaning. Donc, du coup, on doit clarifier les choses. Alors, il y a un petit message, je vais aller le voir. Cosette, j'ai besoin de partir, est-ce que ce sera un replay? Oui, il y aura un replay, je vais le partager juste après, j'enverrai un email à tout le monde avec un replay. Merci pour ton message, pas de problème. Alors, la deuxième chose, donc, c'est pas de masque, l'authentique peut être exploité. Alors, c'est assez intéressant, moi j'ai remarqué ça en anglais il y a quelques années, mais en italien récemment, c'est que dans une séance d'écriture, je me sentais pas très bien ce jour-là et je comprenais pas beaucoup pourquoi je me sentais pas bien. Et puis j'ai commencé à écrire de façon un peu automatique et il est sorti quelque chose que je pensais avoir réglé, que je pensais avoir guéri. Et en fait, non, c'est sorti là. Et j'étais hyper surprise. Alors pourquoi ça se passe? Parce que dans la langue qu'on apprend, le critique interne ou le petit juge à l'intérieur, il ne parle pas la langue. Donc, il ne nous censure pas. Il n'y a pas de censure. Donc, on peut atteindre directement l'authentique. C'est aussi l'expérience qu'ont fait certains de mes étudiants qui ont fait le journaling program, dont je vous parlerai si vous le souhaitez, une étudiante qui m'a dit, par exemple, eh bien, je suis habituée à écrire dans ma langue maternelle, je suis habituée à différentes thérapies, mais il y a plein de choses qui sont sorties en les exprimant en français, en fait. C'est comme une deuxième chance de pouvoir gérer nos émotions, nos blessures, de pouvoir guérir, en fait, de dépasser, de transcender un peu les choses. Et comme le disait Carl Jung, les choses sur lesquelles on met de la lumière, eh bien, peuvent ensuite se guérir simplement. J'espère que je ne parle pas trop vite pour tout le monde. Je m'emballe parce que je suis enthousiaste. Ça va? Vous me comprenez? Oui, ok. Alors, personne ne juge, on a une distance émotionnelle qui est parfois nécessaire pour pouvoir exprimer les choses. Et la langue, c'est pas juste une langue. La langue, c'est un rapport à l'humain, c'est un rapport à la culture, c'est un rapport à l'histoire. Et elle nous permet, elle crée en fait une nouvelle fenêtre à travers laquelle on peut s'explorer. Voilà. J'ai souvent explore yourself through the lens of French, par exemple. Donc vraiment une superbe opportunité. Et finalement, il fallait que je vous parle de la pleine conscience. C'était obligatoire. Mindfulness, c'est ce que je fais. Donc, je devais vous parler de ça. Donc, vraiment, pour la pleine conscience, l'écriture en français nous apporte aussi beaucoup d'opportunités. D'abord, j'en parlais déjà un peu, donc l'écriture vous permet de créer un espace entre nous et les pensées. C'est exactement ce que fait la méditation. En fait, quand on médite et qu'on pose notre attention sur notre respiration pendant quelques instants, et qu'on s'entraîne, en fait, il y a des pensées qui viennent, c'est complètement normal que quand on médite, des pensées arrivent. Les gens parfois pensent que je ne médite pas bien parce que je pense, mais on ne peut pas contrôler si une pensée arrive ou n'arrive pas dans notre esprit. On peut contrôler si on suit la pensée, si on s'engage avec cette pensée ou si on la croit. Et donc, en méditant et en pratiquant le fait de laisser partir les pensées, de les laisser s'envoler, on apprend petit à petit dans cette pratique à créer un espace entre notre nous authentique et ces pensées-là. Et dans cet espace se trouve le choix de nos réponses. Pas de nos réactions automatiques, mais de nos réponses. Voilà, j'ai une situation qui m'embête, qui m'énerve, qui vient déclencher quelque chose, that triggers something. J'ai le choix, grâce à cet espace, de réagir automatiquement comme d'habitude et rentrer dans ma colère ou dans un conflit ou dans une peur ou peu importe, ou j'ai le choix de réagir autrement ou de ne pas réagir aussi. Voilà. Donc de la même façon que la méditation fait ça, l'écriture fait aussi ça. C'est un processus hyper similaire. On peut aussi reprogrammer notre esprit pour le bonheur. Donc il faut savoir que depuis le temps des cavernes, de l'homme préhistorique,
l'homme a pu survivre grâce à son instinct de survie, grâce au fait qu'il scanne l'environnement pour le danger. Depuis cette période, donc, nous avons tendance, en tant qu'être humain, d'ailleurs, c'est même pas une tendance, c'est un fait, nous sommes tous programmés pour chercher le danger et chercher ce qui ne va pas. Il y a un psychologue connu, dont j'ai oublié son nom, qui s'appelle, je l'ai quelque part, c'est pas très grave comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Je vais l'avoir, je vais pas l'avoir. Voilà, Rick Hanson. Rick Hanson qui a dit l'esprit, il est comme un velcro. Le velcro, vous connaissez le velcro. Un velcro pour les choses négatives et du Teflon pour les choses positives. Donc typiquement, vous avez une super journée, mais il y a un truc qui va pas bien, quelque chose qui s'est pas bien passé, et vous allez vous attacher à ce truc qui s'est pas bien passé. Oh là là, il faut que je paye cette facture énorme. Oui, mais aussi on respire, et aussi on a une maison, et aussi on a à manger, voilà. Mais c'est complètement normal, complètement humain de s'attacher un peu aux choses négatives, en fait. Et la pleine conscience, comme l'écriture, nous aide à reprogrammer notre esprit et nous attacher aux choses un peu plus positives. Spécifiquement quand on écrit sur des choses qui sont positives, comme des souvenirs positifs. Tout à l'heure, on a dit un des plus beaux jours de ma vie, ou j'ai la gratitude pour. Ça, c'est ce genre d'exercice-là qui va vous aider à faire ça. On peut transformer notre discours intérieur et se parler avec compassion. C'est quelque chose avec lequel on a un peu du mal. Les gens, souvent, et j'imagine que c'est peut-être le cas pour vous aussi, on est souvent très gentil avec les autres, ou on apporte de la compassion aux autres, mais quand il s'agit de nous-mêmes, c'est un peu plus difficile d'être gentil avec soi-même. Et on a un discours intérieur qui est assez négatif envers nous. Et à travers l'écriture, on peut tout doucement reprogrammer cette voix intérieure et apporter un peu de compassion, d'amour propre, de loving kindness, comme on dit, en pleine conscience. Savourer. Alors, savourer, c'est un concept aussi de la pleine conscience, peut-être que vous le connaissez, savor in English, qui veut dire en fait prendre le temps de faire durer les choses positives. Donc, quand quelque chose de positif arrive, pour reprogrammer justement notre esprit pour le bonheur, on peut le faire durer de deux façons. D'abord en l'anticipant. Donc, si on écrit par exemple sur quelque chose dont on a très hâte, that we look forward to, j'ai hâte parce que demain, je vais pouvoir passer du temps avec mon ami et nous allons boire le thé et je l'aime beaucoup. On anticipe. Et puis ensuite, quand on est dans le moment, on le vit. Et après, quand vous écrivez, vous pouvez réécrire sur le même moment vos sensations corporelles, vos pensées, vos émotions positives. Et donc, c'est une autre façon aussi d'apporter un peu plus de bonheur et de joie dans votre quotidien. Et exprimer notre appréciation, la gratitude, comme on l'a fait un peu plus tôt. Alors, je vous avais promis 10 tips for an enjoyable and effective experience. Comment écrire, sur quoi écrire, quel est le processus. Donc voici mes tuyaux à moi, et puis si vous en avez que vous voulez partager, vous êtes les bienvenus. C'était en privé, ok. Alors, première chose, le flow. Qu'est-ce que c'est le flow? On appelle ça aussi parfois the zone. Le flow, c'est un état dans lequel on peut être quand on est complètement engagé, engrossed, engaged, complètement engagé dans une activité pour le plaisir de la faire. Et quand on est dans ce flow, on oublie un peu le temps qui passe, on oublie un peu les choses extérieures en fait à cette activité, et on adore ce qu'on fait et on a beaucoup de plaisir. Donc c'est super d'être dans cet état, parce que aussi on devient plus productif et plus performant en général. Donc pour pouvoir entrer dans le flow, plusieurs tuyaux. La première chose, c'est de faire une chose à la fois. Unitasking, qui est donc l'inverse du multitasking. Donc si vous voulez écrire et en même temps regarder une série sur Netflix, ou répondre à un email, ça ne va pas être possible, ou même écouter un podcast, ce n'est pas l'idéal pour pouvoir entrer dans le flow. Ça, c'est applicable à beaucoup d'autres choses d'ailleurs, hein, mais on va rester spécifique pour l'écriture. Donc, faites une chose à la fois. Ça veut dire du coup qu'on met le téléphone sur silencieux
Pas de notification, désactivez-les pour 30 minutes ou 1 heure, le temps que vous décidez d'écrire. Prévenez votre entourage, vos voisins, votre chat, vos enfants. Je suis occupée pendant 1 heure aujourd'hui, laissez-moi tranquille. Voilà. Parfois, c'est pas possible et on peut simplement prendre des moments plus courts. On peut dire j'écris pendant 10 minutes. Laissez-moi tranquille pendant 10 minutes. Donc, j'ai beaucoup de chance, moi, parce que ma fille a 7 ans et donc elle comprend un peu plus que j'ai besoin de temps pour moi. Mais aussi, je me lève très, très tôt le matin pour pouvoir avoir ce temps seul, justement. Je me lève à 5 heures, ma fille se lève à 8 heures. Ça ne veut pas dire que vous devez vous lever à 5 heures, mais je veux dire, voilà, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Quand elle était plus petite, je me cachais dans les toilettes pour pouvoir avoir du temps seul. Chacun sa stratégie. Hein. Ensuite, trouver un endroit agréable et calme. Du coup, pas les toilettes. Hein. Trouver un endroit agréable et calme. Créez-vous une petite bulle en fait, de bien-être, un moment de confort vraiment avec vous-même. Un peu de musique, un peu de bougie, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Choisissez votre bic préféré, votre cahier préféré. Créez-vous une ambiance où vous pouvez vous sentir détendu. Voilà. Et on peut aussi commencer par un peu de méditation ou simplement quelques respirations profondes qui vont nous permettre d'être dans le moment, de calmer les tensions, tout ça. Donc, et ensuite, manager, gérer les interruptions extérieures. Donc, parce que même parfois, même quand on prévient l'entourage et même quand on met le téléphone sur silencieux, eh ben, il y a des bruits ou quelqu'un vient nous déranger. Donc, surtout, ne vous dites pas, bon, j'avais ce moment pour moi et maintenant on m'a dérangé, donc c'est fini, je vais plus y arriver, je suis pas capable. Non, non, c'est pas grave, ça arrive. La vie est faite d'imprévus. Donc, simplement, revenez, dites OK plus tard ou OK, c'est pas grave, et puis revenez sur ce que vous étiez en train de faire, un peu comme dans une méditation. Et puis les interruptions intérieures qui vont être un peu plus au niveau du jugement interne qu'on peut avoir. Je sais pas sur quoi écrire. Est-ce que j'ai vraiment un niveau pour ça? Essayez de manager ça aussi et rappelez-vous, ce ne sont que des pensées. Juste des pensées. Ce n'est pas la réalité. D'accord? Ensuite, deuxième point, un échauffement. Comme pour une séance de sport un peu, on peut s'échauffer. Warm-up. Alors, moi, j'ai besoin de le faire encore en italien, même si je suis intermédiaire avancé. Je ne peux pas tout de suite rentrer dans le flow comme ça en italien. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une petite musique, j'écoute une chanson en italien avant, ou je vais lire une page de mon livre avant, juste pour que la langue rentre un peu dans mon esprit. Donc, je vous invite à faire ça aussi. Ensuite, directement en français, ça veut dire ne perdez pas votre temps à traduire. Ce n'est pas le but. On l'a dit avant, justement, le fait d'écrire, ça peut vous éviter de traduire toute votre vie ou très très longtemps. Faites-le directement en français. Et souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais j'ai mis 2 heures pour faire cet exercice parce que pendant 1 heure, j'ai écrit en anglais et puis après, je l'ai traduit en français. » Oh, mais non, pourquoi c'est difficile, ça prend du temps, ça devient ennuyeux. Et du coup, on est complètement déconnecté de la langue et déconnecté du plaisir de pouvoir s'exprimer dans la langue. Donc, faites-le directement en français. Et pourquoi est-ce qu'on traduit? Parce qu'on a envie de contrôler et puis on a peur de ne pas pouvoir s'exprimer. Alors, lâchez prise, absolument. On s'en fiche, we don't care, on s'en fiche du résultat. Le résultat n'a aucune importance. C'est le processus. Le fait d'écrire, comme la pleine conscience, comme la méditation, c'est une pratique, pas une performance. Il faut faire confiance au processus. Les choses vont s'améliorer, vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et puis, profitez. Voilà, on regarde des petits progrès et pas la perfection non plus. La perfection, ça nous tue. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. D'accord? Et donc, l'acceptation des erreurs. Et au-delà de l'acceptation des erreurs, j'ai envie de dire la célébration des erreurs. Faites des erreurs, très bien, et puis retournez, et puis corrigez-vous vous-même, et vous pourrez voir justement votre progrès. Célébrez ces erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Alors, d'abord, le sens meaning first. Donc, souvent, parce que ça fait déjà plusieurs mois, ça fait 7 ou 8 mois que je fais ce journaling program, le plus gros problème que je peux voir, c'est quand les gens essayent de traduire du coup directement de l'anglais vers le français ou de leur langue maternelle vers le français et ils ne vont pas traduire le sens, ils vont traduire les mots.
Donc, par exemple, un exemple typique en anglais, c'est de dire « when I was growing up ». When I was growing up, I used to live here and there. Et donc, les gens me disent « quand je grandissais ». Mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit en français. Mais du coup, c'est très important de se concentrer sur le sens. Qu'est-ce que ça veut dire « when I was growing up » ? Ça veut dire « when I was a kid ». Et donc, du coup, on peut dire « quand j'étais petit » ou « quand j'étais enfant », qui fait plus de sens. Donc, simplifier, quand c'est une expression, généralement, elle ne va pas se traduire directement en français. Et concentrez-vous toujours, la phrase, c'est « qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ?» Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une écriture efficace et agréable. Qu'est-ce que je veux dire ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, Google est ton ami, mais Google Translate n'est pas ton ami. Alors, encore une fois, on peut avoir hyper peur de faire des erreurs. Donc, gérez votre besoin de contrôler. Google Translate, alors, c'est même pas une question de est-ce que c'est une bonne application ou pas une bonne application. C'est pas la question. La question, c'est que si on utilise Google Translate, quel exercice vous avez fait au juste ? Aucun. Le processus mental qu'on peut renforcer, comme tout à l'heure je vous le disais, les bénéfices de l'écriture ne sont plus là. Vous n'êtes pas connecté à la langue. Donc, gérez ce besoin de contrôler, simplifiez la langue. Et si vous ne connaissez pas un mot, eh bien simplement écrivez-le en anglais ou dans votre langue maternelle ou mettez un petit question mark, un petit point d'interrogation et puis vous irez vérifier ensuite. Rien de grave. Moi, ça m'arrive plein de fois. Et ben, quand j'écris en italien, parfois j'invente un mot parce que je me dis, bon, peut-être que c'est comme en français, alors je vais faire quelque chose qui ressemble. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, question de dictionnaire. Le dictionnaire, c'est un super outil, mais encore une fois, si vous allez utiliser le dictionnaire pendant que vous écrivez, vous allez casser le flow et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, gardez le dictionnaire, mais pour plus tard. Donc, quand c'est votre premier moment d'écriture, ne filtrez rien, laissez couler les mots, rentrez dans le moment présent, pensez au sens, et quand vous ne trouvez pas un mot, mettez-le en anglais dans votre langue maternelle, un point d'interrogation, peu importe. Et ensuite seulement, quand on arrivera à la phase de révision, à laquelle on arrive maintenant, alors là, on peut utiliser le dictionnaire. Donc après avoir écrit, après cette séance, je vous invite à vous détendre. Et ça veut dire simplement vous féliciter, congratulate yourself, bravo, vous avez réussi à faire cette séance de journaling. Et puis faire une pause, prendre une distance de ce qu'on a écrit, simplement. Donc, ne révisez pas votre texte tout de suite. Généralement, les yeux sont habitués à ce qu'on a écrit, à ce qu'on a fait. C'est un peu difficile de pouvoir voir les erreurs, par exemple, ou voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, faites une pause, partez, faites quelque chose d'autre, peu importe. Félicite-toi, dis-toi bravo, c'est super. Et après arrive le moment de la révision. Donc, ça peut être quelques heures plus tard, ou même le lendemain, ou quelques jours plus tard. Relisez ce que vous avez fait et essayez d'améliorer le texte avec des mots peut-être plus avancés, de trouver les mots que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous allez voir des erreurs au niveau de la grammaire, de la structure, que vous allez pouvoir améliorer ensuite. Alors, c'est un conseil pour pouvoir améliorer son niveau. Personnellement, je ne le fais pas parce que mon but est juste de pratiquer. Et ça ne m'intéresse pas spécialement d'améliorer mon niveau en italien, par exemple. Je suis satisfaite de mon niveau. Mais si votre but, c'est de vous améliorer, faites-le, faites la révision. D'accord ? Et voilà. Et donc, relis, corrige, recherche les mots qui manquent et célèbre les erreurs, comme je le disais. Finalement, 9e tuyau, faites-en une habitude. Si vous écrivez une fois, ça ne va pas faire de différence. Si vous écrivez 2 fois sur le mois, ça ne va pas faire de différence non plus. Donc, je ne vous dis pas forcément d'écrire tous les jours, parce que je comprends que ce n'est pas toujours facile de faire ça, mais calez-le dans votre agenda. Dites-vous, peut-être 2 fois par semaine, ça peut être bien, 3 fois. Même si c'est une petite séance, même si c'est quelques mots comme on a fait aujourd'hui, simplement, je suis reconnaissante de, ou aujourd'hui, je me suis sentie, et puis on écrit nos émotions. Voilà, peu importe l'inspiration, mais faites-en une habitude, mettez-le dans le calendrier. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas intégré, mais souvent on me dit combien de temps je dois mettre pour pouvoir avoir des résultats. Et ma première réaction, c'est
Ce n'est pas une question de temps ou de résultat. C'est une question de processus. Mais évidemment, je comprends, on a besoin de savoir qu'on va quelque part. Et donc, je dirais qu'en moyenne, faut commencer à avoir un début de fluidité, d'amélioration du français, mais aussi de meilleures sensations par rapport à soi-même au bout de 2-3 mois, on va dire, au minimum. Voilà. Donc, il n'y a pas de quick fixes. Si vous êtes là pour avoir un truc rapido, dans 2 semaines, je veux être fluide et courant en français, je ne suis pas la bonne prof pour vous, c'est sûr. Mais si vous êtes là pour le long terme et la relation profonde qu'on peut avoir avec le français et avec soi-même, vous êtes au bon endroit. Finalement, donc, oui, même si c'est 15-20 minutes, c'est super. Et alors, la relecture, pas juste de votre entrée de journal précédente, mais au bout de quelques mois, allez revoir ce que vous avez fait. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai un journal que j'ai écrit pendant 5 ans. Et donc, je peux voir mes pensées et mes réflexions de 2015. Et je trouve ça mais magique, en fait, de pouvoir voir mon évolution, ok, linguistique, mais mon niveau, au niveau personnel, en fait. De me dire, ah, mais voilà où j'étais, quelles étaient mes réflexions internes, mes problématiques et où j'en suis aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant au niveau d'évolution de la vie. Voilà pour mes tuyaux. Alors, je vous avais donné aussi, mais je vous les enverrai par email après, donc ne vous stressez pas avec ça. Je vous avais promis quelques petits sujets, quelques prompts. Et donc, le premier, c'est un que je vous invite vraiment à faire. Et puis, si vous voulez que je vous donne un feedback dessus au niveau linguistique, au niveau personnel aussi, mais simplement envoyez-le-moi par email. Je me ferai un plaisir de vous aider par rapport à ça. J'aime beaucoup ce sujet, ce qui permet de débloquer beaucoup de choses, de voir vers où on veut aller. Je rêve de. Ce que je voudrais vraiment dans ma vie, c'est ça. Grâce à ça, je pourrais et aussi mais malheureusement, il y a un obstacle ou il y a une peur ou quelque chose comme ça. Je vois Jonathan qui dit complètement d'accord que c'est un processus et l'habitude aide beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, mais j'ai peur de, pourquoi j'ai peur et donc. Alors ça, c'est un tuyau que je vous donne au niveau du coaching, mes amis. Pour être heureux, transformer tous les mais par des donc. Voilà, on transforme les obstacles par des conséquences, par une action. Donc, grâce à ça, je pourrais faire ça et faire ça, mais malheureusement, c'est pas le moment. Il y a un problème, il y a un obstacle, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Est-ce que c'est une peur réaliste, pas une peur réaliste? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle petite action est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour me rapprocher de ce rêve? Ça, c'est un premier sujet que je vous invite à explorer. Le deuxième sujet, ça c'est plutôt quelque chose qu'on peut faire aussi oralement en fait, mais par écrit ça marche beaucoup mieux comme je le disais. C'est plutôt pour une séance plus courte, le jour où vous n'avez pas beaucoup de temps mais vous voulez un moment de pleine conscience, de mindfulness. C'est un exercice de pleine conscience en fait, c'est de pouvoir dire en ce moment je peux voir et vous nommer 5 choses que vous pouvez observer dans votre environnement, 4 choses que vous pouvez entendre, 3 choses que vous pouvez sentir olfactivement par le nez, 2 choses qu'on peut sentir sur la peau et une chose qu'on peut goûter. Donc c'est vraiment un exercice assez court, mais qui peut vous permettre de pratiquer parfois dans une journée chargée, un petit moment de présence, ça peut faire vraiment du bien. Et finalement, pour les choses positives, donc un très beau souvenir. Donc tout à l'heure, on parlait du plus beau jour de notre vie, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un jour heureux de l'enfance, un bel été, un bon moment avec des amis. On parlait des circonstances, le lieu, l'époque, les personnes présentes, l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, les sensations que vous avez pu percevoir, peut-être que vous vous en souvenez. Et souvent, quand on a des émotions fortes, on peut se souvenir de ces choses-là. La lumière, le bruit, le corps, les émotions, tout ça. C'est un beau souvenir parce que, et ça me fait penser que. Alors, ces choses-là sont hyper puissantes aussi au niveau de. En PNL, la PNL, c'est NLP, Neuro Linguistic Programmation, pour pouvoir simplement savourer et puis revivre des choses positives. Vous pouvez le faire avec un moment où vous étiez en confiance, un moment où vous étiez fier de vous, par exemple, des choses comme ça. Donc, je vous les renverrai par email, comme ça vous pourrez les explorer tranquillement. Et puis maintenant, quoi? Eh bien, je vous mets au défi de make a commitment to try.
Donc, essayez vraiment de le faire. Donc, soit ces sujets-là, je vous enverrai dans l'email aussi plusieurs autres sujets que vous pouvez explorer au fur et à mesure, des liens. En fait, c'est assez simple. Il suffit de taper sur Google Journaling Prompts et puis écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Lui, il sait de quoi il veut parler, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'on prend un sujet banal avec lequel on n'a pas d'intérêt. Il faut que votre intuition vous dise ce sujet-là, j'ai vraiment envie de l'explorer et d'en parler. Et puis, lancez-vous simplement. Donc, je vous invite à vraiment vous dire, OK, je vais essayer pendant 2 semaines. Allez, 2 semaines, écrire 2 ou 3 fois et voir quel changement se passe. Et puis peut-être que ce n'est pas pour vous, peut-être que vous allez détester, mais peut-être que vous allez être surpris justement et que ça peut vous apporter des choses très positives. Et puis je vous invite, voilà, petit cadeau pour vous, supplémentaire en plus de l'atelier, je vous invite à partager avec moi peut-être vos impressions, voire un de vos textes. Je vous enverrai dans l'email un lien pour pouvoir me rencontrer individuellement, en one-on-one, pendant une demi-heure complètement gratuitement. Et puis partager avec moi votre impression. Comment ça s'est passé pour vous, l'écriture, ce texte-là, il était intéressant parce que, bref, peu importe ce que vous voulez, ce dont vous voulez parler, je serai disponible pour vous écouter et puis connaître un peu votre histoire. Et voilà, merci et à bientôt. Alors avant que vous partiez, peut-être si vous voulez activer vos micros, si vous voulez poser une question, on va faire une petite séance de 10 minutes de question and answers en français ou en anglais, comme vous voulez. N'ayez pas peur, ou en italien aussi, il n'y a pas de problème aussi. Donc s'il y a des questions, allez-y, je vous écoute, ou par écrit si vous préférez. Je vois qu'il y a un commentaire ici. Alors, ah ben non, ça vibrait, non? Ah ok. Complètement d'accord, oui. Merci. Eh ben, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, merci. Pas de questions. Ok, Elfine, non, c'est pas grave pour le retard. Il n'y a aucun problème. Ok, ben voilà. Ben, donc, s'il y a quelque chose à partager, allez-y, écrivez-moi ou bien parlez-moi simplement. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Voilà. Ben, en tout cas, j'étais vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour votre enthousiasme, vos sourires, votre présence. C'était d'ailleurs quand moi j'ai écrit « Je suis reconnaissante de » et puis j'ai écrit « Je suis reconnaissante de votre présence ». Vraiment, parce que c'est ma mission de vie, c'est de pouvoir partager mon expérience et puis pouvoir aider les gens dans leur propre chemin de développement linguistique et personnel. Donc, grâce à vous, c'est possible. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle journée, soirée, après-midi. Je sais que vous êtes un peu partout dans le monde. Et je vous envoie un email bientôt, du coup, avec le lien pour pouvoir me voir en one-on-one, en privé, avec grand plaisir. Une très bonne soirée. Salut à tous.